Bonjour à tous, c'est Edouane et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'autre keynote que Apple a fait parce que justement après avoir dévoilé leur iPhone 13, Apple justement ont fait une autre keynote où ils ont parlé notamment de nouveau HomePod mini avec plusieurs coloris. Mais pour moi l'annonce la plus importante c'est leur nouvelle puce M1 Pro et M1 Max, comme le nom l'indique, qui remplace les puces M1. Bon, après, pour le nom, Apple a dû se dire on reste dans les mêmes choses que les gens connaissent, donc comme les téléphones, les versions Pro, version Max. À la différence que sur les téléphones, maintenant les Pro et les Max, la seule chose qui change, c'est la taille de l'écran. Mais là, ce qui change, c'est aussi la puissance, c'est-à-dire que le Max est vraiment beaucoup plus performant que le Pro. Donc maintenant, on va revenir en détail sur ces deux puces, voir un peu la fiche technique et voir ce qu'un peu elles valent justement en termes de puissance. Donc déjà, la gravure, c'est en 5 nanomètres, alors c'est vraiment pas mal parce qu'à l'heure actuelle, on va dire Intel sur leurs processeurs sont à 10, AMD sont à 7 et les 5 arriveront que dans les prochaines générations. Donc c'est vrai que Apple a déjà une longueur d'avance là-dessus. Ça leur permet justement de mettre beaucoup plus de transistors. À titre d'information, la version Pro a environ 33 milliards de transistors et la version Max en a 57 milliards. Donc c'est comme des chiffres énormes pour des puces qui sont vraiment toutes petites. Donc d'où l'important justement d'avoir des gravures fines. Plus elles sont fines, plus on peut en mettre et ça réduit aussi la consommation et la chauffe. Après justement grâce à ça, Apple on dit que l'autonomie pourra aller jusqu'à 21 heures en lecture de vidéo et jusqu'à 14 heures en navigation web. Donc c'est quand même pas mal parce que lecture de vidéo, après il faut voir qu'est-ce qui parle de lecture de vidéo parce qu'on va dire est-ce que c'est pas un film qu'on regarde qu'on a déjà sur le PC ou est-ce que c'est quelque chose qu'on regarde en ligne, par exemple YouTube, c'est la navigation web, donc est-ce que ça compte? Ou même Netflix, voilà, il faut voir qu'est-ce qui parle exactement de navigation vidéo, ça, on va dire c'est un peu vague. Mais déjà 14 heures en navigation web, c'est pas mal. Mais bon, ça voudra quand même dire que si vous travaillez dessus, vous serez toujours obligé de quand même le recharger tous les jours. Ensuite, ces puces, elles sont configurables. Donc ça voudra dire que on pourra ajouter plus ou moins de RAM en fonction de la config qu'on met. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'on peut vraiment choisir le processeur qu'on veut. Mais bon, ça, c'est un peu Apple. C'est-à-dire qu'ils aiment bien tout faire à la carte. Donc, mais au moins, ça permet, on va dire, de payer pour ce qu'on a besoin. Comme ça, vous ne serez pas obligé de prendre justement la puce la plus chère si bon, vous n'en avez pas besoin. Donc sur la version Pro, on pourra mettre de 16 à 32 Go de RAM. Et sur la version Max, on pourra mettre de 32 à 64 Go de RAM. Donc 64 Go de RAM, ça commence à être pas mal. Même si on va dire pour moi, c'est la norme pour travailler au minimum. Voilà, c'est ce qu'il faut de nos jours. Donc on va dire que c'est pas trop. Parce que la plupart de toute façon des gens qui travaillent justement dans le milieu créatif ont presque 128 Go de RAM minimum. Donc 64 c'est bien, mais je pense qu'il faudrait encore qu'ils améliorent ça pour que les Mac puissent vraiment concurrencer les PC en termes de puissance pure. Ensuite, ce qui est bien, c'est que les deux ont le même nombre de cœurs CPU, donc 10. Voilà, donc ça c'est pas mal, comme ça au moins il n'y aura pas de différence, c'est-à-dire les processeurs fonctionneront pareil. Ce qui fera la grosse différence entre les deux puces, ça va être le nombre de GPU, parce que la version Pro et la version Max n'auront pas les mêmes nombres. Donc ça sera un peu comme la RAM, c'est-à-dire qu'on pourra choisir le nombre de cœurs GPU qu'on veut. Donc sur la version Pro, ce sera de 14 à 16. Et sur la version Max, ce sera de 24 à 32. Alors ça voudrait dire qu'avec la configuration minimale et la configuration maximale, il y aura vraiment une différence énorme de puissance entre les deux. Donc c'est pour ça qu'avant de choisir quelle configuration vous allez faire, regardez bien ce que vous avez besoin pour pas justement vous retrouver soit avec trop de puissance pour rien ou soit avec pas assez de puissance et que vous allez galérer un peu justement pour faire tous vos projets. Et justement, en parlant des configurations, il y en aura 10 possibles en tout, donc 5 pour chaque version, pour la version Pro et la version Max. Donc voilà, après, ce sera à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Et la différence de prix entre la moins chère et la plus chère, il y aura environ 1000 euros. Voilà, donc ça veut dire que la version entrée de gamme coûtera 1000 euros moins cher que la version la plus haut de gamme. C'est que pour la partie, on va dire, processeur graphique. Parce qu'il y a encore la capacité du disque dur, à mon avis, qui est certainement va être en option, et peut-être d'autres choses. Voilà, des fois, ça peut arriver sur les PC là, par exemple, des fois la taille de l'écran, que les prix sont différents. Mais justement, l'avantage d'avoir une puce qui regroupe tout, ça veut dire qu'il y a moins d'options disponibles, c'est-à-dire que c'est juste un ensemble qui fait tout, au lieu de justement de choisir la RAM, le processeur, la carte graphique. Là, c'est vrai que des fois, ça peut chiffrer plus vite. Si on met à chaque fois le haut de gamme, là au moins, c'est tout compris. Ensuite, de parler de la bande passante, alors le M1 Pro a jusqu'à 200 Go par seconde, donc c'est 3 fois plus rapide que la version M1 de base. Et le M1 Max, il va jusqu'à 400 Go à la seconde, donc là, c'est encore plus rapide. Voilà, c'est comme déjà exceptionnel qu'on va dire en un an, leurs puces
ont pu avoir un tel gap de puissance. Donc ça veut dire que Apple, je pense, sur l'avenir, vont devenir un concurrent très sérieux justement sur le marché des iGPU et vont peut-être révolutionner le monde du PC parce que si on voit déjà ce qu'ils sont capables de faire en un an, peut-être que justement avec plus d'expérience, ils pourront faire vraiment des machines de guerre. Et ensuite, pour terminer, la lecture SSD, donc ils sont capables de lire jusqu'à 7 Go par seconde, donc c'est vrai que c'est pas mal. Ça va surtout servir justement pour le montage vidéo, pouvoir lire des fichiers gourmands. Voilà, ça va être ce qu'Apple vise. Et c'est pour ça qu'en plus, quand on regarde leurs puces, ils sont vraiment optimisés pour tout ce qui est décompression et compression de vidéo. Donc c'est pour ça qu'Apple se dirige vraiment vers le monde de la vidéo et du cinéma. Ça se voit aussi à cause de, justement de leur téléphone, qui est par exemple maintenant les derniers iPhones, justement, on peut enregistrer en ProRes dessus. Donc je pense que Apple sont en train de faire un peu comme Sony, c'est-à-dire que Sony, leur téléphone aussi, ils sont vraiment orientés cinéma. Et je pense qu'Apple sont en train de petit à petit prendre ce chemin parce que justement en faisant des téléphones qui sont capables d'enregistrer en ProRes et des processeurs justement qui sont optimisés dans tout ce qui est montage vidéo, ça montre bien que Apple ils visent vraiment ceux qui travaillent dans le monde de l'audiovisuel. Voilà, donc soit dans le montage vidéo, dans le composing. Et à titre d'information justement, il disait que le M1 Max peut lire plusieurs fichiers 8K en même temps. Alors là, ça commence déjà à être le premier point noir parce qu'ils parlent de plusieurs fichiers 8K, d'accord, mais sauf qu'ils disent pas dans quelle norme. Parce que si par exemple c'est du 8K RAW d'un format 444 d'une caméra Alexa, est-ce qu'il est capable de le lire? Voilà, parce que c'est un peu vague. Veut dire du 8K filmé avec un téléphone et du 8K filmé avec une caméra professionnelle, ce ne sera pas le même fichier, ce ne sera pas le même poids, et c'est pas sûr que ça. Et ça, on ne sait pas s'il sera capable de lire. C'est pour ça que, au lieu de dire fichier 8K, je pense que ça aurait été plus intéressant justement pour le public que ça vise de mettre, on va dire, le débit max par seconde justement du fichier ou la taille du fichier, histoire de voir un peu s'il sera capable de gérer ça, parce que non seulement déjà il faut le lire et puis après il faut être capable de faire du montage dessus, voilà, changer des choses, de l'étalonnage. Donc c'est encore autre chose, de pouvoir les lire et de pouvoir après composer avec, parce que justement ils ont parlé de lire, ils n'ont pas parlé de faire du montage en même temps. Donc à voir. Je dis pas que ça ne veut pas le faire, mais ça à voir. Après, le deuxième point aussi à voir très important, c'est que les puces M1 Max justement sont capables de rivaliser avec les i9. Mais ça justement, il ne faut pas le prendre en compte du tout parce que la puce M1 Max, c'est quoi? C'est un processeur, un GPU et de la RAM en même temps. l'i9, c'est juste un CPU, c'est tout. Donc justement, pour associer ça à un i9, il faudra aussi qu'on puisse justement, dans le benchmark là, mettre la carte graphique avec. Et ça, c'est pas le cas. Donc c'est pour moi, le comparer justement à des processeurs de base, pour moi, c'est un peu n'importe quoi dans la mesure où c'est pas du tout la même chose parce que, ok, c'est à peu près le même principe quand on regarde, mais sauf que la partie graphique, elle est à part dans un PC. Donc maintenant, la vraie question, c'est, quand on voit ça, est-ce que ça vaut le coup justement de partir sur un Mac ou de partir sur un PC normal? Eh bien pour moi, la réponse est toujours la même, ce sera toujours le PC normal et je vais vous dire pourquoi. Parce que certes, même si en performance c'est très puissant, la première chose c'est que déjà c'est pas évolutif, ça voudrait dire que dans le futur, si par exemple vous avez besoin de plus de puissance, eh ben, vous pouvez pas rajouter de RAM, vous pouvez rien faire, donc là c'est vraiment compliqué parce que c'est une puce qui fait tout, donc c'est un peu compliqué de pouvoir rajouter des choses. Et en plus justement c'est quand même limité, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, ce sera quand même pas aussi performant justement par exemple qu'un Threadripper avec 256 Go de RAM et une 3090. Là c'est sûr que il y aura, ça vaut pas le coup, donc c'est sûr que si vous cherchez vraiment la puissance et l'efficacité, allez sur un PC. Et après aussi, il faut voir quel type de logiciel vous utilisez, parce qu'à mon avis, je pense que... Maintenant aussi, ce qui serait intéressant à voir, c'est voir la capacité justement en fonction des logiciels, parce que c'est sûr que sur Final Cut Pro, ben là, ça doit être très efficace, mais par exemple sur la suite Adobe, je suis pas sûr, étant donné que maintenant la suite Adobe est optimisée Nvidia. À voir vraiment maintenant qu'est-ce que justement ça vaut face à une 3080, par exemple une 3090, pour voir vraiment quel type de produit on a, parce que vu les prix, on va dire, c'est sûr que les prix, ça se rapproche plus d'une 3080, voire 3080 Ti. Donc, à voir qu'est-ce qu'elle vaudrait justement sur un benchmark dans du montage vidéo, voir si ça vaut le coup ou non. Donc, pour conclure, c'est vrai qu'Apple, ils ont vraiment fait un super produit, parce que c'est vrai quand on voit en un an la terme de différence de puissance qu'ils arrivent à avoir, je pense que dans les années à venir, ça va être quelque chose de monstrueux. Donc voilà, après justement, si vous avez des questions justement sur cette puce, eh ben, dites-le moi dans les commentaires. Si par exemple vous êtes intéressé justement par acquérir justement un Mac avec cette puce, ben, dites-le moi aussi dans les commentaires. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.